Bonjour à tous. Moi, je vais donc vous parler un tout petit peu d'actualité sur la sclérodermie systémique, mais je pense que vraiment, Eric a parlé des éléments essentiels, en tout cas sur le plan thérapeutique. J'en profite quand même pour dire qu'on avait eu assez peu de traitements pendant très longtemps, et là, il y a quand même quelque chose qui se passe, en tout cas un frémissement assez significatif. Et les dernières données que tu donnes donc sur l'essai dans l'HTAP, et c'est quand même extrêmement encourageant, effectivement. Alors moi, je vais en profiter pour vous donner un tout petit peu d'actualité qui va directement découler sur ce qu'on fait en recherche dans le laboratoire ici à Bordeaux, ce qui permettra ensuite à la partie gastro d'être suivie uniquement par la partie recherche de Lille. Donc voilà, j'ai un petit peu réorganisé le programme. J'espère que Christophe m'en voudra pas. Il m'en veut jamais. Normalement, ça passe. Euh, à ce propos, quand je vous parlerai de mon essai clinique, je compte sur vous tous pour qu'on recrute nous aussi en 3 mois, mais c'est pas facile, hein. 3 mois, c'est bravo. Alors, en fait, moi, je vais vous parler d'un projet européen qui s'appelait VEDOS et qui est donc le projet donc, de diagnostic précoce, parce que vous savez que certes, c'est difficile de traiter la sclérodermie, mais en fait, c'est difficile également de l'identifier précocement et on a l'impression qu'on a, vous connaissez ce terme, en tout cas pour les rhumatologues, ce terme de fenêtre d'opportunité, on a l'impression quand même que pour les sclérodermies, plus on intervient tardivement, moins on a de chances d'avoir un véritable effet réversible donc chez nos patients. Alors, l'idée étant de savoir à quel moment placer la limite entre on n'a pas encore la maladie, et puis c'est une sclérodermie très précoce, et puis ensuite c'est une sclérodermie. Donc, il y avait ce projet qui a été mis en place au niveau européen avec initialement donc, une méthode Delphi qui a été utilisée pour identifier les items finalement à prendre en compte dans le diagnostic. Et puis, donc vous savez comment ça se passe probablement. Donc, au départ, on fait voter des experts. Donc, il y avait plus de 200 experts qui avaient été sélectionnés. Et puis, plus de 100 experts qui avaient été sélectionnés. Et puis, sur les items proposés, on a conservé que ceux qui remportaient au moins 30% des suffrages. Ensuite, on a reproposé sur un deuxième round en disant aux gens, est-ce que vous êtes bien sûr? Maintenant, réfléchissez dans cette nouvelle liste plus contrainte, quels items vous garderiez? Et on a gardé à nouveau que ceux qui remportaient plus de 30% des suffrages. Et vous voyez que pour définir une very early scléroderma, ce qui l'emporte, c'est une capillaroscopie avec un pattern sclérodermique. Le phénomène de Raynaud est un élément important. La positivité des anticorps anticentromères, la positivité des anti-SL70, les doigts boudinés, la positivité des anticorps antinucléaires et les doigts boudinés avec qui se transforme en sclérodactylie et l'œdème cutané. Il y avait une autre façon de poser la question qui était, je trouve, assez intéressante. C'est en tant que spécialiste de la sclérodermie, quels symptômes souhaiteriez-vous voir associés à un phénomène de Raynaud, sous-entendu, pour commencer à penser à une sclérodermie? Et celui qui arrivait vraiment en premier dans le questionnaire, c'était les auto-anticorps de type, enfin les auto-anticorps spécifiques, les anticorps antinucléaires, mais également les auto-anticorps spécifiques de la sclérodermie, topo et centromère. Et puis, ça ne change pas énormément finalement pour le premier critère. En tant que spécialiste de la sclérodermie, quels sont les 2 symptômes que vous souhaiteriez voir si le patient n'a pas de phénomène de Raynaud? Pour le premier critère, ça ne change pas trop. C'est encore à nouveau les anticorps. Et puis après, eh bien, on voit un petit peu une égalité entre les doigts boudinés et puis la capillaroscopie anormale et éventuellement les doigts boudinés qui évoluent vers une sclérodactylie. Alors, ça a permis de mettre en place une sorte de stratégie avec un premier niveau, parce que finalement, c'est une maladie qui est rare, qu'on attribue souvent dans des centres, à des centres hospitaliers, plus ou moins centres experts. Mais en fait, le dépistage, il est vraiment en médecine de premier recours sur le phénomène de Raynaud. Et c'est vraiment les médecins généralistes qui sont en première ligne pour voir ces phénomènes de Raynaud. Et souvent, ils ont du mal à savoir qu'en faire. Et ensuite, c'est les patients, enfin, dans ce projet en tout cas, étaient adressés dans les centres experts. Et puis, ils avaient une évaluation complète. Et si ils étaient négatifs à une capillaroscopie normale et pas d'auto-anticorps, alors on les renvoyait vers d'autres spécialistes. Il y avait un diagnostic différentiel éventuellement qui était posé. Si c'était positif, alors on faisait tous les examens de dépistage pour savoir s'il y avait d'autres signes de sclérodermie.
Si ces examens étaient positifs, c'est une sclérodermie, on va choisir un traitement. Si c'est négatif, on part sur un suivi. Et puis donc, l'ensemble du projet là, a été terminé. On a suivi, et ces patients ont été suivis pendant 5 ans. Et puis, ont été déterminés donc différents groupes de risque d'évolution vers une authentique sclérodermie en fonction de ce qu'on présentait au départ. Alors là, il y a pas mal d'informations, mais dans ce qu'on peut retenir, c'est qu'au départ, si on a un phénomène de Raynaud et qu'on n'a pas d'anticorps antinoyaux, on a quand même très peu de risques, 10% de développer un jour une sclérodermie. Bon, ce n'est pas complètement négatif. D'autre part, si on a un phénomène de Raynaud et qu'on a des anticorps positifs, on a un risque de 70% d'aller vers une sclérodermie. Donc là, à l'inverse, un risque assez élevé. En combinant donc tous ces facteurs, on voit que finalement, le marqueur qui l'emporte vraiment et qui fait basculer les choses et qui a emporté beaucoup d'enthousiasme, c'est cette histoire de doigt boudiné, avec 94%, quand on combine avec les anticorps spécifiques de la sclérodermie, le phénomène de Raynaud, les doigts boudinés, l'évolution vers une sclérodermie, à se demander si en fait on n'a pas vraiment le diagnostic déjà, et donc on est effectivement directement dans la sclérodermie. Faut-il vraiment parler de very early, ou est-ce que finalement le diagnostic est fait et on va directement aller orienter un traitement? Alors c'est pour ça en fait que je voulais vous parler de ça, c'est pour intégrer à cet endroit-là finalement notre recherche sur la sclérodermie systémique, et vous allez comprendre par la suite. Donc Christophe vous a présenté assez rapidement ce matin le grand organigramme du laboratoire Immunoconcept, donc dans lequel on s'intègre dans la team 2, ici sur l'origine et la physiopathologie des maladies auto-immunes et inflammatoires. Et dans cette team 2, on a découpé avec Patrick cette team 2 en pétales de fleurs, voilà. Et donc nous, on est ce pétale-là, inflammation et fibrose. Et donc avec Cécile Borde, qui est mon homologue qui est immunologiste, on a commencé ce groupe au départ sur la sclérodermie, qu'on a étoffé progressivement pour parler maintenant d'inflammation et fibrose, avec la venue donc, de Estibaïs Lazaro, que vous avez déjà vu et que vous reverrez cet après-midi, et puis Édouard Forcade, qui lui est hématologue. Alors, on a commencé à s'intéresser donc à la physiopathologie de la sclérodermie à Bordeaux il y a pas mal d'années maintenant, c'était vers 2012, on va dire, 2011-2012. Et au départ, il y avait au laboratoire déjà une bonne antériorité de recherche sur le lupus. Et on s'était posé la question, parce qu'il y avait aussi beaucoup de littérature à ce moment-là qui sortait pour dire qu'il y avait des fonds génétiques extrêmement partagés entre toutes ces maladies, et même des mécanismes physiopathologiques. Et on était frappés, nous, par le fait que, OK, même fond génétique, même mécanisme physiopathologique, mais à la fin, quand même, des maladies extrêmement différentes. Et on voulait essayer donc de voir comment, finalement, au départ de mécanismes physiopathologiques communs, on pouvait avoir à la fin, éventuellement, aboutir à des différences. Donc, on est reparti un petit peu de ce qui s'était fait pas mal avec le lupus, donc au laboratoire. Et ce qui avait été montré à l'époque, quand je suis arrivée au laboratoire, c'est qu'il y avait une activation plaquettaire importante dans le lupus qui pouvait jouer un rôle physiopathologique. Et on a retrouvé donc cette activation plaquettaire dans la sclérodermie. Alors, je vous rappelle juste ici là, le petit trépied classique entre fibrose, vasculopathie et dysimmunité. Et donc, on s'est dit, est-ce que cette activation plaquettaire pourrait jouer un rôle finalement dans ce trépied physiopathologique? On a commencé par mettre en place une cohorte historique grâce à une coopération entre les services cliniques qui a été extrêmement intense et qui continue à l'être, avec le développement maintenant d'une cohorte qui s'appelle Scléréso, qui est donc, vous reconnaissez réseau à la fin, qui a pu être mise en place grâce au centre de référence, et qui s'appuie à nouveau sur cette collaboration entre différents services de médecine au CHU, aussi bien médecine interne, dermatologie, la cardiologie, la pneumologie, la médecine vasculaire et puis la rhumatologie. Donc, on travaille vraiment main dans la main autour de cette maladie.
Alors, la cohorte VIS, ça a été rapidement plus de 400 patients, des biopsies cutanées et puis pas mal de prélèvements biologiques qui nous ont permis finalement de faire les projets dont on va parler après. Et donc, c'est ce qu'on essaie de continuer à faire avec Sclereso. On a vraiment cette organisation-là au sein du laboratoire, avec une participation des patients qui est extrêmement importante et qui est, c'est des patients qui sont extrêmement volontaires, hein, les patients sclérodermiques, je crois que voilà. L'activation plaquettaire, on a pu montrer qu'elle entraînait, cette activation plaquettaire qu'on a observée, elle entraînait une activation des cellules endothéliales avec production pardon, de TSLP, donc thymique stromale lymphopoïétine, par les cellules endothéliales, et que cette augmentation de TSLP dans la peau des patients par les cellules endothéliales pouvait être liée finalement à la fibrose. Donc, on a montré ça dans un premier papier donc, qui était sorti en 2016. On avait eu un sympa éditorial qui avait replacé la TSLP au sein de la physiopathologie de la fibrose. Alors, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais nous, ça nous avait beaucoup encouragé. Et donc, on avait voulu continuer à regarder cet axe. Et on a voulu regarder finalement l'axe de qui est à l'origine de tout ça. Et donc, pour nous, c'était vraiment la plaquette qui était à l'origine de tout ça. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelait le projet Clopido, et on a fait en même temps une demande. Le projet Clopido, c'est vraiment pour avoir appuyé finalement notre hypothèse physiopathologique au laboratoire, avec finalement en se faisant aider par la SAT, donc l'organisme de transfert finalement de l'Université de Bordeaux. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, en parallèle, on a fait une demande de PHRC en se disant que éventuellement, si on pouvait avoir une activation plaquettaire extrêmement précoce chez ces patients, si on pouvait inhiber cette activation plaquettaire, peut-être on pourrait avoir joué un rôle sur la prévention de la survenue de la sclérodermie. Alors, ça, c'est le projet SAT, hein, qui a été beaucoup soutenu, beaucoup réalisé notamment par Cécile. Et donc, on a montré, donc ça, c'est un petit peu, on s'éloigne un tout petit peu de la sclérodermie 2 minutes, juste pour vous montrer que on a mis des plaquettes en co-culture avec des cellules endothéliales, plaquettes de sujets sains, pas de production de TSLP, une production pardon, de TSLP que vous voyez sur la partie gauche du graphe. Et puis, on a réussi à prélever des plaquettes chez des patients qui étaient traités par clopidogrel, donc un inhibiteur de l'activation plaquettaire, qui n'entraîne plus à ce moment-là de production de TSLP par les cellules endothéliales in vitro. On a montré dans d'autres expériences que c'était confirmé. Et puis, on a également montré que chez la souris, si on traitait une souris dans la peau de laquelle on va injecter de la bléomycine, si on traite cette souris par du clopidogrel avant de commencer le traitement par bléomycine, on va finalement limiter le développement de la fibrose chez cette souris. Donc, un effet préventif sur le développement de la fibrose. Et ces données nous ont permis d'appuyer notre demande de PHRC interrégionale qu'on a obtenue en 2017 et qu'on va pouvoir mettre en place en 2022 pour tout un tas de raisons. Voilà, on ne va pas commenter ici. Et donc, cet essai est un essai clinique de phase 2-3 randomisé en double aveugle versus placebo. Donc, clopidogrel versus placebo pour évaluer l'efficacité de ce traitement sur le risque d'évolution vers une sclérodermie systémique. Et donc, on reprend finalement les critères juste avant VDOS, donc des patients qui ont un phénomène de Raynaud, une dysimmunité spécifique. Donc, si vous avez des patients comme ça, pensez-y éventuellement à nous en parler. Et donc, ces patients, on va les traiter pendant 2 ans, soit par clopidogrel, soit par placebo, et ensuite évaluer à 5 ans leur évolution vers une sclérodermie définitive ou non. Alors, en 2 mots vraiment, avant de passer la main, on a développé par la suite d'autres projets. Je vous ai montré donc toute la partie vasculaire, activation plaquettaire. On avait également, à partir de TSLP, développé une autre hypothèse qui était que cette TSLP pouvait favoriser la génération de cellules très particulières de l'immunité innée qui sont les ILC2.
Ces ILC de type 2 ont la particularité de produire énormément d'interleukine 13. Et donc, on s'est immédiatement posé la question de savoir si ces ILC2 pouvaient être impliqués dans la sclérodermie systémique. Et donc, on a mené, grâce à la SFR, la Société française de rhumatologie, un gros projet autour du rôle de ces ILC2 dans la sclérodermie systémique. Et donc, ça a été publié l'an dernier. On a pu montrer effectivement que ces ILC2 étaient présentes dans la peau des patients avec un profil très particulier, probablement promu par le TGF-bêta, qui entraîne en fait une diminution de production de l'interleukine 10 par ces cellules, et que par ce biais-là, elles entraînent une fibrose et non pas par le biais direct de l'interleukine 13 comme on aurait pu le suspecter. Donc ça nous a pas mal occupé. Et là, on est en train de travailler sur la suite pour essayer de trouver comment finalement, quelles sont les voies qui sont activées au sein des ILC2 pour finalement aboutir à cette fibrose. Et puis en parallèle, Cécile a développé tout un pan de travail également sur la partie immunité innée. Et finalement, cette interface, on vous a montré plaquettes, cellules endothéliales, cellules endothéliales TSLP, ILC2. Et puis, on a voulu voir aussi cellules endothéliales. On est très branché cellules de soutien. On pense que c'est vraiment très, très important dans la physiopathologie de cette maladie éminemment tissulaire. Et donc, cellules endothéliales, comment elles peuvent interagir avec les macrophages, encore une autre cellule de l'immunité innée très importante probablement dans la sclérodermie systémique. Et le premier papier je dis le premier parce qu'il va y en avoir d'autres, de ce grand projet a été publié également en toute fin de l'année dernière par Cécile, donc sur l'activation macrophagique par les cellules endothéliales. Et donc là, elle est sur la suite, mais vous pourrez en discuter avec elle si vous voulez. Je pense qu'elle sera d'accord pour quelques petites questions. J'avais prévu de faire une petite actualité. On s'était partagé la tâche, Eric, le cœur et le poumon, et moi, le diagnostic précoce et l'atteinte digestive. Mais là, je vais vraiment laisser la place à l'experte du domaine. L'atteinte digestive, juste pour dire que c'est une atteinte qui est de plus en plus remarquée, non pas qui existe de plus en plus, je pense que c'était toujours là, mais qui est de plus en plus remarquée parce qu'on contrôle mieux les autres atteintes probablement. On en parle de plus en plus dans la littérature. La fréquence, elle est probablement très importante. Les symptômes, on ne sait pas tous toujours exactement bien les identifier. Est-ce que ça survient précocement ou tardivement? Ça, c'est une question extrêmement importante, beaucoup plus précocement, à mon avis, que ce qu'on pensait. Les questions à poser aux patients, pas si faciles que ça. Est-ce qu'il y a un lien avec le pronostic global et l'impact des traitements? Ça, c'est autant de questions que moi, j'ai encore en tête. Donc, j'espère que Pauline, qui arrive juste après moi, va nous aider à répondre à toutes ces questions. Et je vous remercie pour votre attention.